Et puis, on continue avec, évidemment, toutes les solutions, puisqu'il y a des solutions parce qu'il y a la loi, parce qu'il y a des initiatives locales, et puis parce qu'il y a des technologies. Je crois que c'est la façon dont on travaille depuis de nombreuses années ensemble. Et quand on parle de transition énergétique, on parle bien sûr de réduire ou d'éliminer la part des énergies fossiles, on parle d'augmenter la part des énergies renouvelables, on parle des nouvelles solutions, on a longuement parlé de l'hydrogène, sans doute pas assez par rapport à tout ce qui se passera encore sur ce sujet. On parle bien sûr de l'efficacité énergétique. On a vu les gens de la Convention, une personne de la Convention citoyenne. On a eu la chance d'avoir une citoyenne qui a été tirée au sort et qui est de la région hier, de La Rochelle. Et puis, on doit parler de quelque chose qui est un peu plus technologique, qui est la façon dont on capture ou dont on pourrait capturer le CO2 dans l'atmosphère. Donc, il y a bien sûr les forêts, les puits de carbone, et puis il y a d'autres technologies. Donc, je vais appeler Noël Boza pour nous parler de géo-ingénierie. Noël qui travaille avec beaucoup d'entreprises pour les aider à accroître leur niveau. Tu peux prendre un micro si tu veux, pour leur niveau en matière de responsabilité sociale. Donc, à toi Noël. Merci Myriam. Super. Alors, la géo-ingénierie, c'est un sujet un petit peu technique. J'ai 8 minutes pour en parler, donc ça va être assez concis. Mais juste avant de commencer, qui c'est ici qui connaît le terme géo-ingénierie? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ceux qui étaient avec moi à la table hier soir, ça compte pas. Hein. Nickel. Ok, donc très peu de gens le connaissent et bon, c'est pas forcément sans raison. Alors, est-ce que ça marche? Super. Alors, la géo-ingénierie, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un domaine de technologie qui permettrait potentiellement de réduire ou de limiter l'impact de l'humain, donc de l'anthropocène, en quelque sorte, notamment sur le climat, mais aussi sur plein d'autres sujets environnementaux, comme la biodiversité. Concrètement, il y a deux grandes familles de géo-ingénierie. La première qui consiste à limiter le réchauffement que la Terre reçoit de différentes manières. Et le deuxième, qui est à mon avis la plus prometteuse, qui permet de réduire l'effet de serre en captant, en stockant les gaz à effet de serre, notamment le CO2. Alors, la première famille de technologies qui est la plus connue et la plus controversée, on va dire, consiste concrètement à faire en sorte de déployer quelque part dans la stratosphère des particules, par exemple, comme les sulfates, pour réduire le rayonnement qui est reçu. Les volcans, par exemple, quand ils explosent, ils vont balancer plein de particules dans la stratosphère qui vont refroidir la Terre. Et on a eu des famines par le passé, au Moyen-Âge notamment, parce que des supervolcans ont refroidi pendant quelques années et ont tué les cultures. Donc potentiellement, ça pourrait être un type de technologie aujourd'hui dont on réfléchit comme technologie de géo-ingénierie. Deuxième type, mais là on est vraiment dans la SF un peu plus moyen terme, c'est de déployer des miroirs ou des parasols gigantesques au point de Lagrange, donc qui seraient en orbite géostationnaire en quelque sorte, et qui pourraient refroidir la Terre en limitant de 1 à 2% le rayonnement qui est reçu. Donc ce premier niveau de technologie, cette première famille, on ne va pas trop s'attarder dessus parce que je pense que dans vos têtes, vous commencez à vous dire mais c'est une idée complètement pourrie, et vous avez peut-être raison. Deuxième famille de technologies, on est plutôt sur captation des GES qu'on a déjà émis. Donc il y a plein, encore une fois, de technologies possibles. Certaines vont proposer de mettre du fer dans les océans pour booster le phytoplancton, pour qu'il puisse se régénérer et qu'il puisse absorber plus de carbone qui a été relâché dans les océans. Deuxième technologie possible, c'est de mettre de la chaux au fond des océans pour réduire l'acidification. Encore une fois, on est sur les technologies de grande échelle, et c'est ça qui définit la macro-géo-ingénierie, c'est à l'échelle planétaire. Quand je vous dis tout ça, et je sais que 4 exemples, vous vous dites, c'est une très mauvaise idée. Et vous avez raison, il y a plein de contre-arguments à la géo-ingénierie. Déjà, on ne connaît pas les effets secondaires. Quand on déploie des sulfates dans la stratosphère avec des milliers d'avions qui parcourent le monde chaque jour pour les déverser, on ne connaît pas les effets secondaires potentiels. Ensuite, on ne connaît pas forcément l'impact que ça peut avoir sur d'autres aspects. Si jamais je réduis les GES en mettant du fer dans les océans, quel impact ça peut avoir sur la biodiversité marine? Ensuite, c'est très coûteux. C'est quasiment impossible de chiffrer beaucoup de ces technologies-là, et ça se compte en dizaines, centaines de milliards d'euros ou de dollars. Ensuite, au niveau de la gouvernance, ça va être
impossible à déployer. Il faut que tous les pays soient d'accord, sachant que dans les effets secondaires, certains impacts vont toucher certains pays plus que d'autres. Donc tout ça, c'est des contre-arguments qui sont très bons, et tous les opposants à la géo-ingénierie ont complètement raison. Le problème, c'est que l'argument qui est en face, il y en a un seul, mais cet argument, il est aussi très bon. Et il se résume en une phrase. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas de géo-ingénierie? Avec notre échec à essayer de juguler le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la perte de la biodiversité, on se rend compte aujourd'hui que malgré tous nos efforts, on n'arrive pas encore à limiter le réchauffement, donc ça devrait être notre plan A. Et donc, même si la géogénérie, c'est une mauvaise idée, il faut quand même commencer à réfléchir à un plan B. Concrètement, si on prend ces arguments, ça ressemble à ça. Le risque et les effets négatifs de la géogénérie sont énormes. Le coût de la géogénérie est aussi énorme. Mais en face, quel est le coût et le risque d'avoir un réchauffement climatique dont on n'arrive pas à contrôler les effets? Le coût est quasiment infini si on parle de la perte de notre civilisation. Il n'est pas quantifiable. Et les deux ont raison. Donc, le problème avec tout ça, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Le GIEC travaille sur certaines technologies de géo-ingénierie, mais dans l'ombre, parce qu'ils se disent, si on commence à parler de la géo-ingénierie, les gens vont se dire, ah, mais il y a un plan B, donc au final, on ne va peut-être pas devoir travailler si dur pour réduire nos émissions. Donc, tout ça, c'est des bons arguments, notamment ceux qui sont contre, mais ça s'applique à un domaine de géo-ingénierie, c'est la macro-géo-ingénierie. C'est une technologie qu'on va appliquer au niveau mondial pour résoudre un problème. Le coût est énorme, on ne connaît pas les risques, les effets secondaires. Et donc, j'aimerais proposer une alternative qui permettrait de garder les avantages de la géo-ingénierie en essayant de réduire les effets négatifs potentiels. On va appeler ça de la micro-géo-ingénierie. C'est un autre domaine de géo-ingénierie qui consiste à créer des projets ultra-locaux, comme par exemple la modification de certains arbres ou certains végétaux pour booster leur capacité à absorber le CO2. Il y a certains types d'arbres qui vont absorber, qui vont grandir beaucoup plus vite, et donc avoir un potentiel de captation du carbone qui est beaucoup plus fort que beaucoup d'autres végétaux, peut-être un peu moins, avec un potentiel un peu plus faible. Certains chercheurs ont commencé à créer des cultures, comme du maïs, dont les racines vont être 3 fois plus profondes et 3 fois plus denses, et qui vont réussir à capter du CO2 et le mettre sous terre pour régénérer les sols. Donc, d'un côté, on capte plus de CO2 avec des champs qui existent déjà, et en plus, on régénère les sols qui sont complètement abîmés avec notre modèle d'agriculture intensive. On pourrait également booster la captation du CO2 par les minéraux. Il y a des technologies qui permettent aujourd'hui de broyer certains types de minéraux comme l'olivine pour que ces minéraux broyés puissent absorber et stocker le CO2. Et ces minéraux-là, une fois qu'ils sont dans les champs, ils permettent de régénérer aussi et de rendre les sols plus fertiles. Certains proposent des grandes barrières vertes. Ecosia, que vous connaissez certainement, a déjà commencé ça en Afrique, a créé des barrières d'arbres sur le bord des déserts pour stopper la désertification et permettre de créer des puits de carbone. Et si on faisait ça dans certaines zones très spécifiques de la Terre, ça pourrait être considéré comme de la géo-ingénierie locale dont l'impact serait extrêmement pertinent et intéressant pour les populations. Et on peut également penser à booster l'effet Aldebo en peignant les toits ou certaines routes en blanc. C'est quelque chose qui marche très bien. Et d'ailleurs, l'Arctique réfléchit énormément de lumière, donc il permet de limiter le réchauffement. En peignant certains toits dans les villes en blanc, non seulement on limiterait la chaleur qui est absorbée par la ville, mais en plus, on reflèterait plus de photons, d'énergie vers l'atmosphère. Donc en quelque sorte, cette application de la géo-ingénierie, on pourrait appeler ça un réseau de projets de géo-ingénierie locale qui aurait un effet positif pour les populations et qui serait adapté à chaque environnement, mais dont la somme de tous les effets aurait un impact global positif. Donc pour y arriver, il faudrait certainement qu'il y ait un GIEC de la géo-ingénierie, un GIEG, on va appeler ça comme ça, qui permettrait de coordonner quels sont les projets qu'on veut tester, qui fonctionnent, où est-ce qu'on les met en place, et qui proposait cet éventail, ce catalogue de solutions au plus grand nombre. Et c'est important qu'on commence à y réfléchir dès maintenant, tout simplement parce que plus le climat fait des dégâts, plus les pays vont continuer à se renfermer sur eux-mêmes, et plus il y a de risques qu'un seul pays fasse cavalier seul et propose une technologie qui pourrait potentiellement être terrible.